bonjour. Je vais vous parler d'un travail que nous avons fait à l'Obsoco sur les éthiques dans l'alimentaire. Alors je sais qu'il y avait une annonce sur quelle solution au problème, mais je pense que c'est un tout petit problème je sais pas, de synchronisation pas faite. Mais mon sujet aujourd'hui, c'est véritablement les attentes des consommateurs en matière alimentaire et de vous montrer à quel point les attentes sur l'alimentation ont changé ces derniers temps. Donc, je vous passe très très rapidement sur cette étude qui va être faite tous les 2 ans. C'est un observatoire, l'Observatoire des études des éthiques dans l'alimentaire, qui vont nous permettre de mesurer les différences qu'il y a et les écarts qu'il y a entre ces différents comportements. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'assez étonnant. C'est une attention croissante à son alimentation. Dans les années de pénurie, telles qu'on les a connues après-guerre, l'attente ou les besoins qui étaient liés à l'alimentation étaient radicalement différents. Ensuite, on est rentré dans une ère de consommation de masse avec une alimentation qui était extrêmement, comment dire, qu'on pouvait trouver partout. Les grandes surfaces se sont développées. On peut même certainement dire qu'à cette époque-là, l'essor des hyper et des super a été un peu compris comme quasiment un service public, parce que qu'on habite le nord de la France, le sud, l'est ou l'ouest, on avait accès à la même qualité alimentaire. Donc par rapport aux époques de pénurie et par rapport à l'époque où il y avait très peu d'organisation de la distribution, il y avait des épiceries, il y avait des choses comme ça, on a véritablement eu le sentiment qu'on gagnait en qualité, en sécurité, en goût, etc., etc. Et puis aujourd'hui, on voit quelque chose qui se renverse, à savoir qu'on se méfie de l'alimentation. On fait attention à son alimentation, non pas pour se sentir mieux, etc., même si ça a beaucoup à voir, mais le premier élément, c'est la méfiance. Alors, ce mouvement de défiance, en réalité, il vient de loin. Il vient lorsque nous, on aime bien faire des études sur le très long terme, hein, avoir une vision un peu historique des choses. On n'est pas juste sur la tendance, parce que les tendances, ça ne veut rien dire. Et sur l'évolution lente, on se rend compte qu'en réalité, la société industrielle a toujours été critiquée. Donc, à la fin du 19e, on critiquait les conditions de travail, on a fait des revendications sur les salaires, on a fait des revendications sur les congés payés. Donc, il y a toujours eu, en accompagnement de développement industriel, une critique fondamentale de ces pratiques. Aujourd'hui, cela se concentre sur les questions d'alimentation pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est une attente que l'on fait sur les attentes qui sont portées sur la santé et la question de l'environnement. Donc vous avez 58% des Français qui considèrent que la nourriture peut être potentiellement dangereuse, ce qui est absolument énorme, ce qui bien évidemment est faux, parce que si on avait 58% effectivement de gens qui sont réellement en danger en mangeant, ça se saurait, mais cette question du bien manger devient une sorte de priorité, à la fois parce qu'on est en pleine défiance vis-à-vis de l'industrie agro-industrielle. Encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes et on peut imaginer que l'industrie l'agroalimentation n'a pas vocation à empoisonner ses consommateurs. Mais vous avez une attente sur notamment le bien manger qui obéit davantage à un souhait que les gens ont de rester en bonne santé et de continuer, en tout cas de garder son capital santé le plus loin possible, le plus long possible, le plus longtemps possible. Aujourd'hui, dans un monde où tout est bousculé, où on n'a pas prise sur grand-chose, finalement, la seule chose sur laquelle on a réellement prise, c'est son propre corps. Et donc, on s'en occupe, c'est tout le développement des soins esthétiques, c'est tout le développement du marché du care. Et l'alimentation rentre dans ce marché nouveau, cet nouveau visage du capitalisme, hein, puisque aujourd'hui, la valeur est beaucoup associée à la notion de care.
la nourriture rentre dans cette question de je fais attention à moi, je me protège, je fais fructifier mon capital santé, et c'est à peu près la seule chose que je peux réellement faire dans la vie, c'est m'occuper de moi. Pour 70%, ça aussi c'est énorme, des personnes interrogées, l'attention portée à la nourriture, une bonne nourriture est plus efficace que les médicaments. Donc on voit là aussi se déplacer sur le front de la méfiance tout ce qui est critique à l'égard des laboratoires pharmaceutiques, dont certains soupçonnent en fait disons plus le sens des affaires que l'envie de soigner réellement. Et donc encore une fois, il s'agit de dominer un petit peu la question, de reprendre la main, et le sentiment que par la nourriture, je vais améliorer mon bien-être, mon corps, etc. Et j'ai fait là un tour avant d'arriver sur les différents stades qui sont en alternative food. Et c'est ça qu'on nous promet. Hein. Le discours est toujours à peu près le même, c'est l'équilibre, la capacité de manger plutôt végétal, avec des protéines plutôt que de la viande, etc. Donc c'est un vrai mouvement de fond. La deuxième chose, c'est dans les attentes des consommateurs, c'est les impacts sociaux et environnementaux qui sont vraiment pris en charge. Donc vous avez l'origine géographique, hein, pour 70% des répondants. C'est important de savoir où a été créé, où a été produit l'aliment en question. Donc il y a une vraie attente, notamment sur le Made in France, et plus grande encore sur la région. La région aujourd'hui veut davantage dire, parce que les régions françaises sont très typées, ça veut davantage dire que le Made in France. Et puis il y a aussi l'attention qui est portée aux méthodes de production. En gros, un Français sur deux a envie de savoir si les méthodes sont respectueuses de l'environnement, si les conditions sociales d'exploitation, je ne sais pas moi par exemple, de ramassage des fruits et légumes correspondent à la législation, etc. etc. Cette attente se manifeste également sous une autre forme lorsque les Français vont plébisciter par exemple les marchés de producteurs. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en allant directement chez le producteur, il faut un geste économique pour faire en sorte que le producteur vive bien, si possible, et puisse comme cela pouvoir continuer à produire dans de bonnes conditions. Alors, on parlait tout à l'heure des régimes alimentaires. Nous, ce qui nous surprend, c'est l'énorme impact, l'énorme bruit médiatique en ce qui concerne notamment les véganes. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas au moins une émission à la radio, où il n'y a pas un titre de journal qui parle des véganes. En réalité, regardez, les véganes, c'est très peu... Ah non, mais là, je me suis trompée de slide, c'est la prochaine. Je vais revenir. Hop. En réalité, vous avez que 0,4% de la population qui est végane. Donc ça fait très peu. La majorité des Français se déclarent manger un petit peu de tout. Hein. Donc il y a une sorte de contradiction entre un mouvement qui rencontre un fort écho médiatique, un renouveau aussi du marketing sur les produits, et la réalité qui est que les Français, malgré tout, la plupart des Français, si on est en dehors de Paris ou des grandes villes, en tout cas des milieux urbains, la plupart des Français n'ont pas changé considérablement leur mode alimentaire. Alors, ils vont faire plus attention. On parle de paniers moyens dans les grandes surfaces qui sont plus faibles aujourd'hui. Les gens achètent certainement un peu moins de produits industriels, notamment les plats tout prêts. Hein. Ça concerne aussi les surgelés. Les plats tout prêts dans le surgelé sont aussi en légère régression. Mais dans l'ensemble, les gens sont plutôt, soit ils consomment de tout, soit ils sont plutôt flexitariens. Ce qu'on appelle flexitarien, c'est tout simplement la façon dont on mangeait avant les 30 Glorieuses ou au début des 30 Glorieuses. Moi, quand j'étais petite, je ne mangeais pas de la viande tous les jours. Et personne autour de moi ne mangeait de la viande tous les jours. Donc on revient finalement peut-être à une nourriture un peu plus saine qui correspond à nos besoins. On n'est pas des travailleurs de force avec le besoin de nourriture extrêmement protéinée. Donc vous voyez comment ça se dessine. Vous avez tout un tas de régimes aujourd'hui qui apparaissent, le sans gluten, etc., etc. On est plutôt dans une diversification des régimes, une façon d'exister, entre guillemets, en imposant peut-être aux autres aussi un régime particulier,
Mais tout cela, finalement, a de très faibles incidences sur le marché. L'incidence qui est à suivre, c'est celle des flexitariens. Et je pense que là, on a également une vraie tendance. Alors, je vais revenir à la slide que j'avais laissée de côté tout à l'heure. C'était sur la question de la méfiance. Vous le voyez, les Français sont essentiellement méfiants à l'égard des choses qu'ils ne voient pas. Et nous, ce qui nous a surpris, c'est la méfiance à l'égard des métaux lourds. Hein, c'est le premier, les premiers éléments de méfiance avec la présence de polluants. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les métaux lourds. Je suis bien persuadée que les gens qui ont répondu à ce questionnaire ne savaient pas tous ce qu'étaient les métaux lourds, mais ça génère le fantasme. Ça ne se voit pas, on en parle, on n'y peut rien, c'est notamment dans les questions de consommation de poissons, et donc ça va focaliser tous les fantasmes. Et il y a une approche du fantasme en nourriture, c'est que ce qui est invisible, finalement fait peur. Avant, ce qui était invisible, c'est ce qui permettait d'avoir des beaux fruits et légumes, etc. Aujourd'hui, ce qui est invisible, c'est ce qui fait peur. Donc, ça a des incidences, notamment sur certains produits. Et donc, conséquence, vous avez un nombre important, un Français sur deux, qui déclare avoir réduit ou supprimé la consommation d'un certain nombre d'aliments. Donc on va supprimer le sucre, on va supprimer la viande, on va supprimer le blé, on va supprimer, etc., etc. Et vous avez, c'est très intéressant, 37% qui disent rechercher une solution plus frugale, notamment dans tout ce qui est détox ou jeûne. J'ai été très surprise de voir que dans les magazines féminins, on a parlé longtemps de détox, après les fêtes, avant les vacances, après les vacances, et que depuis 2 ans à peu près, arrive la question du jeûne. Et on s'est beaucoup interrogé à l'Obsoco sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire que d'aller jusqu'à faire des pratiques de jeûne pour enlever finalement presque, on va dire, les impuretés de l'alimentation qui sont en nous. Et ce que l'on peut en conclure dans un premier temps, c'est que l'alimentation devient un poids. Ce qui est, on pense beaucoup à la France comme étant le pays de la gastronomie, c'est sûr, mais au quotidien, on ne va pas manger de la gastronomie. Donc la nourriture du quotidien est devenue un objet de méfiance, et notamment la question de la viande. La question, c'est pas tellement la question de la viande en elle-même, c'est la question du vivant. Est-ce qu'on a le droit de consommer quelque chose en l'ayant mis à mort? Donc c'est ça qui agite aujourd'hui les discussions, la réflexion, y compris la réflexion philosophique et économique, parce que derrière il y a des gros enjeux économiques évidemment entre les gens qui produisent les céréales et les producteurs de viande. Donc une espèce de guerre comme ça qui se fait à coup de ce qu'on pourrait appeler aussi une certaine idéologie antispéciste, mais qui occupe beaucoup la sphère des médias en tout cas. Et donc, dans les éthiques alimentaires, on a repéré 4 grandes familles qui sont, donc, pour commencer, les gens qui mangent de tout, donc les gens qui cherchent plutôt à bien manger, mais qui sont dans une logique de régime standard. Ceux-là sont 62%. Donc vous voyez, on a le gros de la population va plutôt aller rechercher le bien manger, le manger sain, des signes de naturalité, le caractère responsable de la production. Et on va aller chercher des gages d'authenticité. D'authenticité dans le produit, d'authenticité dans la valeur que mettent les producteurs à créer un produit et à le mettre sur le marché. Donc 62%, c'est très important. Ensuite, on a les opportunistes. Les opportunistes sont les gens qui vont déclarer avoir une alimentation sans. Donc c'est une posture un petit peu sécuritaire. Donc on va être sans gluten, on va être sans protéines de viande, etc., etc. Donc on va exclure toute une partie des aliments. Ce qui est très intéressant ici, c'est pourquoi on les appelle les opportunistes, c'est parce qu'ils se servent en fait d'un mouvement qui est à l'œuvre pour récupérer un petit peu de pouvoir sur eux-mêmes
et pour prendre un peu plus le pouvoir sur leur nourriture et agir directement sur leur corps. Donc on les appelle les opportunistes parce que, à la différence des radicaux, eux s'occupent d'eux. C'est une logique individuelle. Les radicaux, c'est autre chose. Les radicaux, ils ont un projet politique derrière. C'est-à-dire qu'en changeant l'alimentation, il y a un projet de changer le monde, changer la société. Et donc l'alimentation devient une sorte de règle de vie. L'alimentation, la boisson aussi, le fait de absolument pas boire d'alcool, etc., devient une règle de vie, voire une ascèse, pour certains qui est jusqu'au boutiste avec les antispécistes, et pour d'autres qui est une sorte de morale. L'éthique, c'est rechercher des choses bonnes. La morale, c'est il y a le bien et le mal. Et donc, mal manger, c'est quelque chose de... C'est ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire le fait de manger uniquement des choses qui sont bien pour ma morale, donc on va exclure la viande, etc. Et on arrive comme ça à des comportements qui peuvent être pathologiques. Vous avez la justification notamment des gens qui rentrent en anorexie et qui jouent aussi sur ce registre de ne pas mettre d'aliments pollués, pas bons dans mon corps. Donc 7%, c'est quand même pas mal, et c'est pour ça qu'on surveille beaucoup ce groupe, parce qu'on va voir si il s'affirme ou si au contraire il régresse. Et vous avez les sensibilisés, donc qui sont un peu plus nombreux, qui sont 11%, qu'on va appeler en gros eux aussi les flexitariens. Ce sont des gens qui ont une sorte de mauvaise conscience alimentaire et qui, petit à petit, vont rejoindre à la fois, alors les sensibiliser, c'est comme les radicaux, il y a une sorte de projet de société derrière, notamment la question de la souffrance animale. Mais ces sensibilisés plus les opportunistes vont être finalement les deux tendances importantes de demain. Je laisse un peu de côté les radicaux parce qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer. En revanche, les deux populations opportunistes et sensibilisées vont grignoter très certainement sur le premier groupe, les adeptes du régime standard, et faire passer en fait ces modes alimentaires. Il le fera d'autant plus passer que, et c'est le CIAL est là pour le montrer, il y a des offres qui sont faites, des offres tout à fait sympathiques, tout à fait gustatives. Tout à l'heure j'ai goûté une chose, c'est vraiment réellement bon. Donc le marché va gagner en goût, va gagner en offres moins chères, etc., etc. Les choses vont se démocratiser. Et donc, nous, il nous semble que nous allons avoir une population de plus en plus importante qui va passer dans ces modes alimentaires qui seront plus alternatifs, mais qui vont être intégrés complètement dans l'alimentation du quotidien. Et cette intégration dans l'alimentation du quotidien, ce qui est très intéressant, on fait beaucoup d'enquêtes ethnologiques. Les gens, en gros, comment ça se passe? On commence par manger un petit peu, soit tout seul, soit dans un entre-soi très fermé. On va manger sans gluten ou sans je sais pas quoi. Et puis petit à petit, ça va s'étendre et on va finir par adopter un mode de vie plus, un peu plus général, puisque mes voisins, les gens que je vais inviter à manger, etc., vont être aussi dans cette logique. Ceci dit, à propos de la viande, dans nos enquêtes, on voit que les jeunes, les 18-25 ans, sont de gros mangeurs de viande. Il ne faut pas imaginer que les jeunes sont véganes. Il y a des jeunes qui sont véganes, notamment les adolescents, parce que c'est une des façons de contester l'autorité parentale, aujourd'hui, avec des parents qui ont tout fait, tout fumé, tout vu, etc. C'est difficile de s'opposer, donc on s'oppose via la nourriture. Mais les jeunes ne rentrent pas dans le sans viande, ils sont même au contraire un groupe qui consomme beaucoup de viande. Alors, de la viande transformée, pas de la viande rouge, mais quand même un groupe qui consomme beaucoup de viande. Donc, pourquoi on rentre dans cette logique? Et je vais conclure par vous montrer quelques slides. C'est comme il y a des nouveaux tabous, eh bien, il y a des nouveaux totems. Et ces nouveaux totems, ça va être le sang, le sang pour le soin. Ça permet de resacraliser les aliments. Ce qui nous faisait peur, si on enlève quelque chose, ça redevient bon à manger. Donc, on a la question du soin, prendre soin de son corps. Donc dans le sang, il y a cette SANS. Je quitte les véganes et les anti-spécistes.
cette idée qu'en enlevant quelque chose, on gagne en soins, c'est la question du care. Ensuite, vous avez la question du sein, hein, ce qui est donc c'est tout ce qui est va courir autour des questions de détox, de jeûne, etc. Vous avez tout un marché qui s'est développé autour de la détox et du jeûne. Vous avez, toujours dans le sang, vous avez le soi, l'entre-soi, c'est-à-dire la capacité de se retrouver ensemble pour partager des repas qui sont tous un peu différents. Donc vous avez par exemple un restaurant qui s'appelle Nous, qui joue là-dessus, c'est-à-dire venez avec vos copains, il y en a un qui est vegan, il y en a un qui est sans gluten, etc. Vous trouverez dans la liste de nos aliments de quoi satisfaire tout le monde et tous les régimes particuliers. Et puis enfin, en fin de compte, vous avez une dimension qui nous intéresse beaucoup à l'Obsoko parce qu'il y a une dimension quasiment religieuse, hein, d'aller rechercher la nourriture pour ce qu'elle a de plus sain, mais comme un Graal, quoi, une sorte de recherche d'ascèse, de morale, d'éthique, et qui peut évoquer sur certains aspects une sorte d'envie d'être dans une nourriture qui nous apporterait beaucoup plus que ce que l'on a déjà. Et pour moi, cela ouvre la porte à la food tech. Comme on peut imaginer que le mouvement vegan ouvre aussi la porte à la food tech, c'est-à-dire des steaks sans viande, des choses qui sont fabriquées par des imprimantes 3D, la nourriture fabriquée par des imprimantes 3D, ça ouvre la porte à cela. Et pour conclure, je voudrais juste vous montrer cette petite image qu'on a appelée le baronnet, hein, c'est l'agneau végétal. C'est en 1605, il y avait des fantasmes pour manger de la viande, mais de la viande qui pousse comme du végétal. Donc, pour dire aussi que ces questions de manger le vivant ou pas ont traversé aussi les siècles, les cultures, et que ce n'est pas une question nouvelle. Et c'est ça qui est intéressant, il faut le replacer à la fois dans le temps très long. Il y a toujours eu des moments où, tout d'un coup, quand les hygiénistes, à la fin du 19e, se sont emparés de la question de la nourriture, là aussi, il fallait faire attention à la viande, manger plus de fruits et légumes. Eh bien, on est à nouveau dans ce creux-là. Et le prochain creux, j'imagine, sera celui de la food tech.